Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une histoire assez incroyable, celle d'Eren Blukai. Imaginez, pas de diplôme, 55 000 dollars de dette, et comme bureau, le Wi-Fi gratuit des cafés. Ah oui, le point de départ est saisissant. Et quelques années plus tard, Il est entrepreneur en ligne, nomade numérique à Bali, il gère une équipe, une entreprise qui cartonne. c'est ça. Et comment on passe de l'un à l'autre, c'est toute la question. Exactement. On va décortiquer ça en se basant pas mal sur une interview super intéressante de la chaîne YouTube System.o. Oui, l'idée c'est vraiment de comprendre les rouages de cette transformation, passer de la survie pure, de la nécessité, à la construction d'un vrai système qui génère des revenus réguliers et qui offre cette liberté, quoi. Liberté géographique, liberté financière, voilà. On va regarder les stratégies, l'acquisition des compétences, ça c'est clé, les changements de mentalité aussi, et bien sûr le rôle des outils comme System.io. Ok, super programme. Alors, commençons par le début. Eran, il a la trentaine, pas vraiment de parcours classique, il galère à trouver un job après avoir fait du bénévolat. Hmm. Et il le dit très clairement, hein, le business en ligne, au début, c'était pas un rêve de grandeur, c'était juste la seule porte de sortie pour gagner sa vie. Vraiment une question de survie. Il squattait les cafés pour avoir Internet, et ça, c'est fondamental. Ça contraste tellement avec l'image un peu glamour qu'on a parfois de l'entrepreneuriat. Là, c'est l'absence d'alternative, le fameux « pas le choix », qui a été le vrai moteur. Il ne se voyait même pas comme entrepreneur, le mot n'avait pas de sens pour lui. Exactement. Cette pression, cette urgence, c'est un catalyseur puissant. Ça forge une détermination différente, je pense. C'est pas juste une passion, c'est vital. Et ses débuts sur le net, c'est pas une promenade de santé, hein. 6 mois à essayer de comprendre comment ça marche, les webinaires, l'emailing. Il raconte même, c'est assez drôle qu'il répondait à chaque email automatique reçu, pensant parler à une personne. Ah oui, la découverte. High ticket, promouvoir des trucs très chers, sauf que ça tourne mal. Très mal même. L'entreprise pour qui il bosse se fait épingler par les autorités américaines, la FTC, et boum, retour à la case départ, et pire, 55 000 dollars de dette. Le coup de massue. Mais c'est souvent dans ces moments-là que la vraie lucidité émerge. Oui, parce que quand on lui parle de revenus passifs à cette époque, sa réponse est hyper pragmatique. Oui, elle est presque pas sexy, sa réponse. Il dit: avant de rêver d'automatisation, de produits digitaux, l'urgence absolue, c'est d'avoir une compétence. Un truc que les gens sont prêts à payer. C'est ça, le fameux get a skill. Exactement. L'enseignement majeur ici, c'est la valeur d'abord. Savoir faire quelque chose d'utile. Sans ça, il n'y a rien à vendre, donc rien à automatiser. C'est la base. Et cette compétence, il l'a choisie. Créer des tunnels de vente, des sites web avec des outils no-code. Il avait un peu touché à Shopify avant, lors d'une tentative ratée de dropshipping. Il capitalise là-dessus. Voilà, il décroche son premier client, 200 dollars pour monter une boutique Shopify. Il repart de là, prestataire de service. Mais avec un lourd passif de dette. Donc compétence d'abord, monétisation directe ensuite. Pas de formule magique, juste du travail basé sur une compétence réelle. C'est plus lent, mais c'est solide. Et pour trouver des clients, sa méthode est simple mais efficace. Il traîne sur les groupes Facebook, il l'aide, il répond aux questions techniques, gratuitement. Ils seront utiles en gros. Exactement. Et forcément, on le remarquait. Les gens le contactent en privé, alors il structure un peu. Consultation gratuite pour aider à choisir un logiciel, son lead magnet, puis il propose ses services Done for You. Il construit tout pour eux. Malin. Et en plus, il touche des commissions d'affiliation sur les logiciels qu'il recommande. Double gain. C'est ça le modèle hybride, super intelligent pour démarrer avec une compétence technique. La consulte gratos pour la confiance et les leads, le service pour le cash immédiat, et l'affiliation pour commencer à construire du récurrent. C'est ce modèle qui lui permet de faire un truc assez dingue, hein, rembourser ses 55 000 dollars de dette en 8 ou 9 mois. Oui, alors là, il faut bien réaliser ce que ça implique. J'imagine que ça veut dire bosser comme un fou. Ah bah oui, très clairement. Ça signifie sans doute des semaines de 60, 70 heures, peut-être plus. Un focus total sur livrer les clients, trouver les suivants. Il faut non seulement la compétence, mais une discipline de fer, quoi. Gérer son temps, son argent, chaque euro gagné devait aller au remboursement. C'est pas magique, c'est du travail acharné, nourri par cette urgence de sortir la tête de l'eau. Ok, c'est bon de le rappeler. Une fois cette étape franchie, ça a dû être un soulagement énorme. Un poids en moins, c'est sûr. Et la machine est lancée. Il continue, et les revenus d'affiliation commencent à monter. Il atteint un seuil important, 1 500 dollars par mois de revenus récurrents, surtout via l'affiliation. Ça couvrait ses frais de l'époque. Et ça, psychologiquement, ça change tout. C'est plus la même pression. C'est la preuve que sa stratégie long terme avec l'affiliation, ça fonctionne. Ça lui donne de l'air pour épargner, investir. Il achète un bien en Australie, et puis envisager de devenir nomade digital. C'est le tremplin.
Et il continue d'ajuster son offre. Fin 2020, il lance un truc assez original. Il construit les funnels des clients en direct avec eux, sur Zoom. Il le regarde faire. Concept intéressant, très transparent. Ça marche du tonnerre. Mais il se retrouve coincé. Des journées entières sur Zoom, non-stop pendant des mois. Le succès qui tue, quoi. Le fameux piège du prestataire qui réussit, tu vends ton temps, et quand ça marche trop bien, t'as plus de temps. C'est cette saturation et le fait que ses anciens clients revenaient pour du support qui l'amène à l'étape suivante. Laquelle? Créer sa première offre par abonnement, sa première membership, pour du support technique continu. L'idée, c'est de ne plus vendre des heures, mais en accès. D'accord. Et c'est là que le choix de Loki devient crucial. Exactement. Pour cette membership, il a besoin d'un bon système d'affiliation pour que d'autres puissent la promouvoir. Et il trouve que le système de l'outil qu'il utilisait avant n'est pas top pour ça. C'est ce besoin très précis qui le pousse à chercher ailleurs. Il tombe sur System.io. Oui, mais ce qui est notable, c'est qu'il ne saute pas dessus direct. Il prend son temps, 3 ou 4 mois, pour vraiment tester l'outil à fond. Il fait sa due diligence, comme il dit. C'est seulement après ça qu'il décide de migrer et de changer sa recommandation principale. Une approche très méthodique. Et pendant ces tests, il a une sorte de déclic sur le modèle d'affiliation de System.io. C'est ça? Tout à fait. Il réalise que oui, les plans sont moins chers que chez certains concurrents. Donc les commissions par vente sont potentiellement plus faibles au début. Ça peut paraître moins attractif au premier abord, sauf qu'il observe autre chose. Grâce à ce prix plus bas, les gens restent abonnés beaucoup plus longtemps. Le taux d'attrition, le churn, est bien plus faible. Ah, intéressant! Et ça, c'est un calcul stratégique fondamental. Il comprend qu'un flux de revenus, peut-être un peu moins élevé par client, mais beaucoup plus stable et prévisible dans le temps, c'est bien mieux pour construire du passif durable. C'est un arbitrage super important. Moins de gains immédiats, mais plus de sécurité à long terme. Voilà. Et en plus, recommander un outil plus abordable, ça collait parfaitement avec sa clientèle, souvent des débutants ou des gens avec des petits budgets. C'était cohérent. Logique. Et aujourd'hui, System.io, c'est devenu quoi pour lui? Juste un outil parmi d'autres? Ah non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le cœur de son système. Il gère tout avec. Ses différents sites, ses offres services, cours, blogs, il héberge plus de 20 formations dessus, gère sa liste email de 20 000 contacts, les automatisations comme les relances de panier. Impressionnant. Et il pousse l'outil assez loin. Il a son propre programme d'affiliation pour ses produits, géré via System.io. Il utilise des formulaires de contact intelligents. Intelligent, c'est-à-dire? Par exemple, le formulaire pose des questions différentes si tu es déjà client payant ou pas. Et les infos peuvent être envoyées direct dans une feuille Google Sheets qu'il utilise comme CRM maison, sans payer un logiciel CRM dédié. Ah ouais, malin ça. Optimiser les outils qu'on a déjà. C'est exactement ça. Ça montre qu'avec une bonne maîtrise technique, tu peux créer des solutions efficaces sans empiler les abonnements. C'est l'automatisation et l'intégration au service de l'efficacité, même pour une petite structure à la base. Et son offre principale aujourd'hui, cette membership Expert Q&A, comment ça fonctionne exactement? Alors, le principe est assez génial. Les membres posent leurs questions techniques pointues. Lui ou son équipe répondent, souvent en créant un tuto vidéo sur mesure. Ok, du support personnalisé. Oui, mais l'astuce, c'est la réutilisation. La vidéo est faite pour être utile à plein de monde, elle est envoyée aux membres bien sûr, mais ensuite, hop, publiée sur YouTube. Ah, d'accord, ok. Excellent. Du coup, le support client devient une machine à créer du contenu de valeur qui attire de nouveaux prospects et montre son expertise. Une question résolue pour un, ça peut en aider des milliers via YouTube. C'est très fort. Et la communauté? Il gère ça comment? Via des groupes Facebook, mais avec des règles assez strictes, non? Oui, c'est un choix assumé. Pas de blabla inutile, pas d'autopromo, pas de conseils techniques donnés par n'importe qui. Le but, c'est l'aide technique fiable via son équipe. Moins d'interactions communautaires classiques, mais plus de focus sur l'expertise. C'est ça. Il compense par des appels Zoom de groupe pour les membres payants, animés par son équipe, et un support individuel. C'est un choix d'efficacité et de contrôle qualité, en fait. Et tout ça, il ne le fait plus seul, évidemment. Il a une équipe maintenant. Ah oui, une équipe solide. 2 personnes à plein temps pour le support technique et le Done for You, un monteur vidéo à plein temps crucial avec tout ce contenu, une modératrice Facebook à temps partiel, une agence pour la pub Facebook, et même un assistant perso, coach sportif à Bali. Ça montre bien le passage à une autre échelle. C'est l'étape obligatoire pour scaler. Ça lui libère du temps pour la stratégie, la création de contenu phare, et financièrement, ça tient la route. Il dit que rien que ses revenus d'affiliation, System.io, dépassent son ancien salaire. Il réinvestit beaucoup aussi, dans la pub, dans l'équipe.
Ok, donc si on essaye de résumer tout ça, on part de la survie pure, des dettes, De très bas, oui. pour arriver à un système complexe, rentable, qui lui donne un vrai style de vie. Les clés, ça semble être d'abord cette obsession d'acquérir une compétence utile, Fondamental. ensuite un suivi service pur à un modèle hybride avec l'affiliation, puis le choix stratégique d'un outil central, System.io, aligné avec sa vision long terme, et enfin savoir construire une équipe et automatiser. C'est une excellente synthèse. Son parcours montre vraiment comment la tech, au service d'une compétence, d'une stratégie et d'une grosse capacité de travail, peut créer des opportunités incroyables, même sans filer au départ. Et sa philosophie compte aussi. Pas de high ticket, beaucoup de valeurs gratuites et cette vision des étapes. Couvrir les frais pro, puis perso, puis le Dreamland. Il insiste sur la douleur initiale comme moteur. Oui, ce pain, comme il dit. Il y a une authenticité là-dedans. Il n'essaie pas d'enjoliver les débuts difficiles. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Oui, une pensée qui me vient en analysant son modèle. Eran a vraiment bâti son succès sur une générosité assez radicale. Beaucoup de contenu gratuit, très pratique, des offres payantes accessibles. Ça va un peu à l'encontre de l'idée qu'il faut retenir l'info pour vendre du coaching ou des formations très chères. C'est vrai. Alors la question un peu provoque, ce serait jusqu'où cette stratégie de la valeur gratuite et de l'accessibilité peut-elle aller? Est-ce que cette transparence, cette volonté d'aider le plus grand nombre à démarrer, même si on gagne moins par client mais qu'on en garde plus, plus longtemps, est-ce que c'est un modèle d'avenir, peut-être plus durable, plus éthique pour certains business en ligne? Une question intéressante sur l'évolution des modèles sur Internet. Voilà. Matière à réflexion, est-ce que donner presque tout gratuitement, c'est finalement la meilleure façon de construire une entreprise solide à long terme dans certains domaines? C'est à méditer.